Bonjour à tous, on va commencer ce matin avec un petit cours sur les fonctions vectorielles. Les fonctions vectorielles, vous allez voir, c'est pas si compliqué. On va commencer avec les définitions de base, là, donc bien comprendre avec quel objet on travaille. On pourra faire dans d'autres vidéos des applications de ça. Donc, c'est quoi une fonction vectorielle? Une fonction vectorielle, ben, c'est essentiellement un vecteur dans lequel on va mettre des fonctions. Donc, au lieu d'avoir, comme on avait vu en algèbre linéaire, je vais juste prendre mon crayon, en algèbre linéaire, avoir des constantes dans mon vecteur, à la place, on va aller mettre des fonctions à l'intérieur de chacune des composantes. Ce qui va nous permettre de maintenant d'avoir ce qu'on appelle justement une fonction vectorielle. On peut l'écrire avec la notation standard de vecteur ou on peut l'écrire avec la notation qu'on avait vue I flèche, J flèche, c'est-à-dire notre base canonique. Donc, je vous rappelle que I, dans le fond, c'est le vecteur 1, 0, puis J, c'est le vecteur 0, 1, puis on pouvait écrire aussi comme une combinaison linéaire. On va voir que des fois, c'est pratique d'utiliser cette forme-là, puis des fois, c'est plus pratique d'utiliser cette forme-là. On verra en temps et lieu utiliser quand et comment. Donc, on voit, c'est quand même juste une variable. J'ai la variable t qui est à l'intérieur. Cette variable-là peut être les réels ou peut être un intervalle qui a été choisi. Ça change rien, c'est au choix du mathématicien. Et ça va permettre de dessiner toutes sortes de courbes un peu funky, vous allez voir. Donc, parfait. Justement, les courbes que ça va tracer, c'est ce qu'on va appeler une courbe paramétrée. On verra que c'est pas tout à fait une fonction, bien que ça s'appelle une fonction vectorielle. On va voir que c'est pas une fonction au sens de ce qu'on a vu x, y. Pour chaque x, il existe un seul y. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Mais essentiellement, la façon que les courbes fonctionnent, c'est que à chaque fois qu'on va mettre une valeur de t dans notre fonction vectorielle, ça va nous tracer un vecteur. Et au bout de ce vecteur-là, on va aller mettre, je voulais pas vraiment changer ma couleur en bleu, je vais juste changer mon crayon comme ça. En tout cas. Donc, ça va aller mettre un point qui est au bout. Et à chacun des vecteurs qu'on va vouloir tracer comme ça, qui vont changer, donc à chaque fois que les t vont changer, ça va faire dessiner un nouveau vecteur. Sur chacun de ces vecteurs-là, ça va faire une flèche. Au bout, on va aller mettre un point. Et l'ensemble de tous les points que ça va tracer, ça va être ça, notre courbe. On va aller regarder ensemble qu'est-ce que ça fait comme courbe. Justement, on va faire quelques petits exemples de qu'est-ce que ça peut faire comme opération. Commençons avec quelque chose de facile. J'aimerais ça que vous vous posez la question, qu'est-ce que ça donne cette courbe-là? Donc, t comme paramètre x, puis t carré comme paramètre y. Prenez une petite seconde pour y penser, faites pause de la vidéo au pire. Mais cette chose-là ici nous donne en fait une parabole, comme dans le bon vieux temps. C'est-à-dire, c'est une parabole, parce que justement, en position x, j'ai la valeur ici, j'ai ma valeur t, et en position y, j'ai la valeur t carré. C'est exactement comme si j'avais y est égal à x au carré. La valeur de y, c'est x carré, puis la valeur en x, c'est juste le x qui varie, comme dans une fonction f de x est égal à, pas y carré, mais bien x carré. Comme ceci. Voilà. Et on peut regarder avec une calculatrice si le cœur vous en dit. Donc, moi, ici, j'ai accès à une petite calculatrice, voilà, que j'ai mis en mode paramétrique. On va aller regarder qu'est-ce que ça donne. J'avais déjà préparé des petites fonctions d'avance. Donc, cette fonction-là, si on la trace, ça me fait apparaître une parabole. Justement, mon paramètre en x, vu que c'est juste t, il varie comme dans l'axe des x normalement. Puis en y, il varie selon une parabole. Fait que ça me trace une parabole comme dans le bon vieux temps. Si on inverse les paramètres x et y, donc dans la position x, je mets le t carré, dans la position y, je mets le t, vous pouvez réfléchir et faire pause, mais logiquement, ça va encore nous donner une parabole, mais cette fois-ci, elle va être sur le côté. Et on peut aller voir avec notre calculatrice encore une fois. Donc, si je m'en viens ici dans nos calculatrices, je vais faire rajouter notre deuxième fonction. Celle-ci, c'est notre deuxième courbe. Donc, celle en rouge, c'est t carré t. Simplement parce que, puisque les x et les y ont été interchangés, mais notre axe des x a changé pour l'axe des y, notre axe des y change pour l'axe des x, donc ça fait juste faire la parabole, puis la mettre sur l'autre côté, comme ça. La parabole passe de ça à ça. Voilà. On va enlever ces deux fonctions-là, parce que là, on ne veut plus les voir. Clic. Et clic. Et là, posons-nous la question.
À quoi va ressembler cette fonction-là? Donc, encore une fois, prenez un petit instant pour y réfléchir, faites pause à la vidéo P pour y penser, et une fois que vous êtes revenu, comme maintenant, on voit que ceci, logiquement, ça va me donner un cercle. Pourquoi ça va me donner un cercle? Parce que c'est exactement comme le cercle trigonométrique. On avait vu dans d'autres cours de mathématiques que les coordonnées dans un cercle trigonométrique, c'est le cos de l'angle et le sin de l'angle. L'angle par rapport au centre. C'est exactement le même principe. C'est pas un angle, c'est un t, mais en bout de ligne, que je mette θ, t, x, y, c'est juste une variable, ça va pas changer grand-chose. Donc, ça va me donner un cercle, parce que dans le fond, c'est exactement le cercle trigonométrique qui est ici. On peut aller le voir graphiquement. Donc, encore une fois, on peut reprendre notre calculatrice. Ici, comme ça, voilà. Et ça me trace un cercle de rayon 1, puisque mes coefficients en avant sont 1. Si vous avez de la difficulté à vous visualiser ces différentes courbes-là, dites-vous que c'est normal. C'est pas facile au début de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec les courbes paramétriques. On fait des petits exercices ici pour se donner un petit peu d'intuition avec les courbes paramétriques, justement, de comment on peut les tracer graphiquement. Maintenant, si je fais une petite modification, je prends la même courbe qu'avant, sauf qu'au lieu d'avoir un 1, je mets un 2 en avant. Qu'est-ce que ça va me donner? Mais c'est juste que le paramètre sin va varier 2 fois plus vite. Donc, si vous y réfléchissez bien, ça va me donner une ellipse, c'est-à-dire une conique comme on l'avait vu au secondaire. On peut aller l'activer aussi. On peut désactiver cela, on n'en a plus besoin. Et on va aller activer la prochaine fonction. Et ça me donne une ellipse. Parce que quand on va partir à 0, donc à 0, le cos va me donner 1, le sin ici va me donner 0. Donc je pars à 0 à ma coordonnée qui est ici. Puis quand je vais arriver avec mon pi sur 2, ben c'est lui qui va être à 0. Quand il va être égal à pi sur 2, lui va être à 0. Puis lui, il va me donner, la sin de pi sur 2 va me donner 1. Fait que je vais aller chercher 2. Et le cos puis le sin va le faire lier comme un cercle, sauf que le paramètre sin va aller un petit peu plus vite parce qu'il y a un facteur 2 en avant. Et ça va me créer une ellipse, tout simplement. Donc voilà, on peut écrire les ellipses en utilisant des fonctions paramétriques. C'est quasiment plus facile, en fait, que ce qu'on avait vu avec les coniques au secondaire. On pourra en reparler ici. Donc, on va un petit peu plus loin des coniques. Donc, ici, j'ai une ellipse, grosso modo une ellipse. Si on utilise notre imagination, on voit bien que c'est une ellipse, où est-ce que le grand axe ici me mesure 2, puis le petit axe ici va me mesurer 1. Voilà. Si je mets les mêmes paramètres, par exemple ici, t cube, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une droite, parce que le paramètre x varie à la même vitesse que le paramètre y. Fait que si les deux vont à la même vitesse, on va retourner dans nos graphiques. Donc, on va aller désactiver notre ellipse. On va aller activer, clac, notre t cube. Et vu que les deux vont à la même vitesse, ça me donne une droite. Il faut faire attention, par exemple, c'est un petit piège. C'est pas parce qu'il y a la même chose que ça fait une droite forcément sur les réels. Si je fais une petite modification à ce graphique-là, par exemple, si au lieu de mettre t cube, on va changer le t cube pour t carré, ce que ça va faire, ça va me faire juste une droite du côté positif. Pourquoi? Parce que les valeurs de t carré ne peuvent pas être négatives. Fait que même quand je mets des t négatifs, ça me ramène tout le temps dans le côté positif. Fait que la droite, dans le fond, les valeurs positives le font tracer de ce côté-là, puis les valeurs négatives aussi le font tracer par-dessus une nouvelle fois, parce que moins 1 au carré puis moins 1 au carré, ben les deux vont me donner 1. Fait qu'à moins 1, en fait, ça me met mon point ici. Fait que si vous avez la même chose, assurément, ça va vous faire une droite, mais ça ne sera pas forcément sur les réels. Ça se peut que ce soit sur un domaine qui est restreint. Voilà. La dernière petite courbe, si vous réussissez à vous l'imaginer, vous êtes vraiment meilleur que moi en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la courbe de Lissajous. La courbe de Lissajous, vous allez voir, est quand même le fun, elle est assez esthétique. On va aller regarder ça. CTRL-G. On va aller désactiver notre droite, puis on va aller activer la courbe de Lissajous, ici. Et ça me donne une fonction un peu funky, comme vous pouvez voir. Elle n'est pas tracée au complet, elle n'est pas fermée ici. Probablement qu'il faudrait juste que je fasse tracer un petit peu plus loin, monter. Là, monter, il était limité. Ici, je vais vous montrer. Là, monter, je l'avais tracé de 0 à 6.28. Probablement que si j'allais juste voir un peu plus loin, par exemple, à 8.
Donc, si j'augmente la valeur de mon t, ma courbe maintenant, elle est fermée. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe de Lissajous. Cet exemple-là, c'est pour vous dire, ben justement, on n'est pas obligé de faire des fonctions avec ça, au sens que pour un x, puis pour un x, il y a plusieurs y. Donc, c'est pas une fonction au sens du plan cartésien comme on avait vu dans les autres cours de mathématiques, mais c'est une fonction du point de vue des vecteurs, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a une fonction vectorielle qu'on peut s'imaginer le graphique. Là. Le moindrement qu'on a quelque chose de compliqué ici, là, notre cerveau est plus capable, sans aide informatique, de comprendre à quoi ressemble le graphique. C'est pareil aussi pour les fonctions de plusieurs variables. Si je vous invente une fonction de une variable un peu funky, le sinus du cosinus de x carré, là, il n'y a personne qui peut s'imaginer c'est quoi. Là. C'est le même principe pour les fonctions vectorielles. Si vous avez quelque chose de compliqué, ben on peut pas vraiment se l'imaginer sans utiliser un ordinateur. Une autre chose intéressante qu'on peut dire au niveau des graphiques, ben c'est ici. Avec cet exemple-là, on peut comprendre que n'importe quelle fonction qu'on a vue auparavant peut être tracée avec une fonction vectorielle. Vous mettez t dans ce paramètre-là, et dans le paramètre y, vous mettez votre fonction que vous voulez tracer. Fait que, par exemple, si vous voulez tracer la fonction sinus de x, qui était juste une ondulation comme ça, ben dans le paramètre y, vous venez mettre sinus de t. Donc, toutes les fonctions qu'on avait vues dans les autres cours de calcul peuvent être tracées en termes de fonctions vectorielles, mais les fonctions vectorielles permettent de nous améliorer, de faire beaucoup plus de courbes, notamment la courbe de Lissajous, qui permet de faire des graphiques un peu funky. Voilà. Au niveau des étirements et des translations, on avait étudié ça aussi au niveau des fonctions normales. On avait vu dans d'autres cours que les fonctions peuvent s'écrire sous ces paramètres-là, donc bx moins h plus k. On avait vu que le paramètre h, le paramètre k, c'était translation horizontale, verticale, le paramètre a et b, ça veut dire des élongations, des dilatations. C'est exactement le même principe qui va se produire avec les fonctions vectorielles, mais de façon beaucoup plus simple. Parce que si vous vous rappelez, avec les fonctions traditionnelles, le K, c'était pour ce qui était les déplacements verticales et horizontales, contrairement au paramètre H qui était horizontal. J'ai dit vertical et horizontal, donc les deux ici, c'est vertical, puis le H, c'était horizontal. Ça va être le même principe ici, sauf que si vous vous rappelez bien, le moins ici, il nous faisait travailler dans le sens inverse. Si on mettait une valeur négative, on se tendait vers les positifs. Si on mettait une valeur positive, on se tendait vers les négatifs. C'est pas le cas ici. Donc, les paramètres HK vont toujours travailler dans le sens de l'intuition. Donc, le H va être responsable des translations qui sont horizontales et les paramètres A vont être responsables du paramètre vertical. Sauf qu'ils vont travailler dans le sens qu'on est habitué. En fait, c'est pas compliqué. Là. Si vous dites, j'ai, mettons, un cercle, qui est centré en 0,0. Si vous voulez le tasser de 2 unités par la droite, puis de 2 unités vers le haut, mais vous faites juste mettre plus 2 à la coordonnée x puis y, puis ça le déplace exactement comme on veut. Même principe, si on veut agrandir ou réduire notre fonction vectorielle, on peut juste rajouter un petit paramètre a et b en avant. Si on veut grossir la fonction sur l'axe des x, on rajoute un petit paramètre a sur les x, puis si on veut grossir sur les y, on rajoute un petit paramètre b sur les y. Exactement comme on a fait avec ici notre ellipse. Ici, on avait un cercle, puis en rajoutant 2 juste sur le paramètre y de mes fonctions vectorielles, ben, le paramètre 2 s'est rallongé du cercle et ça a créé une ellipse. Donc, par exemple, si j'ai un cercle, si je vais avoir un cercle de rayon 5 centré au point 3, moins 2, je vais partir avec la coordonnée de mon cercle, donc c'est-à-dire le cosinus de t, le sinus de t. Puis si je veux y faire une transformation, donc avoir un rayon 5 et être centré au point 3, moins 2, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre la même fonction. Puisque je veux qu'il soit de rayon 5, je veux que le paramètre x et le paramètre y, les deux soient modifiés d'un facteur 5. Donc, je vais multiplier les deux par 5. Et pour l'envoyer à 3 moins 2, ben, en x, je vais rajouter 3, puis en y, je vais enlever moins 2. Donc, le centre de mon cercle, au lieu d'être 0, 0, si vous voulez, comme ça va devenir 3 moins 2. Et maintenant, le rayon va être 5. Bingo. Voilà.
Encore une fois, il va falloir parler de domaine avec les fonctions vectorielles. Donc, il y a des valeurs qui ne pourront pas arriver dans une fonction vectorielle. Et ce sont les mêmes valeurs qu'on avait vues avec les fonctions traditionnelles. Donc, dans les fonctions traditionnelles, on avait vu qu'on ne pouvait pas diviser par 0, il ne pouvait pas avoir de racine négatif, il ne pouvait pas avoir de log négatif non plus. Donc, on va vouloir trouver le domaine d'une fonction vectorielle. Il va falloir faire attention à ces trois caractéristiques-là. Donc, c'est quoi le domaine, grosso modo? Le domaine, c'est les valeurs qui fonctionnent dans votre fonction vectorielle. Donc, toutes les valeurs que je mets dans la fonction vectorielle qui me retournent une valeur de sortie, c'est ça qu'on va appeler le domaine. Et les valeurs, justement, que si je mets à l'intérieur, je n'aurai pas de valeur de sortie, ces valeurs-là ne seront pas dans le domaine. Pour arriver à trouver le domaine d'une fonction vectorielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le domaine de la fonction en position x, on va aller chercher le domaine de la fonction en position y, donc je vais aller chercher le domaine des deux, le domaine de f, le domaine de g. Le domaine de la fonction vectorielle, ça va être le domaine des deux en même temps, l'intersection des deux. Donc si j'ai une valeur qui ne marche pas dans la fonction f, elle ne pourra pas marcher dans la fonction vectorielle r de p. On va faire un petit exemple, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Par exemple, si je cherche le domaine de cette fonction-là, ben, je me dis parfait, commençons par prendre la fonction f qui est celle-ci. Donc, ceci, c'est ma fonction f, sans le i, par exemple. Le i n'est pas dans la fonction f. Je vais juste le refaire un peu comme il faut. Donc, le i n'est pas dans la fonction f. La fonction f, c'est ce que j'ai entouré ici. Et je me dis, pour trouver le domaine de cette fonction-là, c'est quoi les valeurs qui ne marchent pas dans cette fonction-là? Mais les valeurs qui ne marchent pas dans cette fonction-là, c'est quand je vais avoir des divisions par 0, donc je vais prendre mon dénominateur, je vais chercher quand il vaut 0. J'ai pas de racine à regarder, je vais rien faire. J'ai pas de log dans ce que j'ai entouré. Oui, il y a un log ici, mais là, on se concentre sur cette fonction-là. Il n'y a pas de log dans celle-ci. Je n'aurai rien à faire à ce point de vue-là. Donc, je regarde ma division par 0. Quand est-ce que t carré moins 4 est égal à 0? Quand est-ce que t carré est égal à 4? On fait la racine de chaque côté. Donc, t est égal à, pas 2, hein, plus ou moins 2, s'il vous plaît. On est rendu des adultes. Donc, racine de 4, ça fait bien plus ou moins 2. Et pas juste 2, hein. Super. Maintenant, on va aller regarder notre deuxième fonction, c'est-à-dire, je vais aller changer de couleur pour bien qu'on suive. Je vais aller chercher ici cette fonction-là. Donc ça, c'est ma fonction g. G de t, si vous voulez. Et encore une fois, je vais aller chercher les valeurs qui ne fonctionnent pas dans la fonction g. Les divisions par 0, les racines négatives, puis les logs négatifs. J'ai pas de division, j'ai pas de racine, mais j'ai un log. Tous les petits enfants savent qu'on ne peut pas mettre de valeur négative dans un logarithme. Donc, je vais prendre ce qu'il y a dans mon logarithme. Et pour être dans le domaine, il faut que ce soit strictement plus grand que 0. Si vous vous rappelez bien, dans un log, on ne peut pas avoir 0 non plus. Log de 0, ça ne marche pas. Donc, ici, ça va me faire quoi? Ça va me faire, on va l'isoler, ça va me dire t est plus petit que 1. Maintenant, bon, ça a changé de couleur encore. Si je fais un échappe, j'imagine que ça va régler mon problème. Ben non, ok, on va continuer. Ah, comme ça. Échappe. Ok, bref. On va retourner en mode commentaire. Maintenant, pour savoir c'est quoi le domaine de la fonction, il faut faire l'intersection des deux. Donc, le domaine total de la fonction, c'est toutes les valeurs qui marchent ici et en même temps, toutes les valeurs qui marchent là. Donc, c'est quoi les valeurs qui marchent ici et c'est quoi les valeurs qui marchent ici? Ben, ici, toutes marchent sauf plus ou moins 2. Donc, ce qui marche dans cette branche-là, c'est les réels sauf plus ou moins 2. Puis ici, ce qui fonctionne, c'est les valeurs qui sont plus petites que 1. Donc, c'est-à-dire de moins l'infini à 1 exclu. Donc, pour avoir le domaine, c'est l'intersection des deux, ce qui est vrai là et là. Donc, c'est quoi l'intersection des deux? Ben, c'est de moins 1, de moins l'infini à 1, ouvert. Et je vais retirer la valeur moins 2. Pas besoin de retirer la valeur 2 parce qu'elle n'est déjà pas dans le domaine. Donc, ceci va être le domaine de cette fonction non vectorielle, ce qui est simplement, dans le fond, toutes les conditions mises ensemble. Voilà. Clic. On va aller dans le commentaire. Donc, ici, la limite. Si on veut calculer des limites avec des fonctions vectorielles, grosso modo, ça va se passer exactement comme avant. Tout ce qu'on a appris dans les autres cours, la règle de l'hôpital, la factorisation, utiliser les conjugués, tout s'applique ici.
La seule question, c'est comment on va être capable de faire une limite, justement, sur un vecteur comme ça. Donc, l'idée de base ici, c'est si j'ai la limite d'une fonction vectorielle, comme ceci, g de t, t qui tend vers n'importe quoi, hein, on va dire A, mettons. Qu'est-ce que je fais avec mon vecteur et ma limite? Est-ce que je peux rentrer ma limite dans mon vecteur? Et la réponse est oui. Je peux prendre ma limite et la mettre à l'intérieur. Pourquoi je peux faire ça? Parce que on va utiliser la notation I flèche, J flèche. C'est-à-dire que le f de t puis le g de t, ça peut s'écrire comme f de t I flèche plus g de t J flèche, comme ça. Et parce que j'ai une addition, et on avait vu en calcul différentiel qu'une limite peut se distribuer sur une addition, ben, ce problème-là, ça va simplement devenir la limite quand t tend vers A de f de t I flèche, plus la limite quand t tend vers A de g de t J flèche. Et maintenant, cette notation-là, vu que j'ai une limite à chacun de mes deux termes devant mon I puis mon J flèche, je peux l'écrire avec les limites à l'intérieur. Donc, la notation I flèche, J flèche va me permettre justement de pouvoir rentrer ma limite à l'intérieur de mes fonctions vectorielles. J'ai pas de I ici, par exemple. Comme ça. Voilà. J de T. Et ça va être très convivial. Parce que quand on va vouloir dériver, si vous vous rappelez, la dérivée, c'est juste une limite. Ça veut dire qu'on va vouloir dériver un petit peu plus loin. Ça va juste être dérivé en haut, dérivé en bas. Puis quand on va vouloir intégrer, ben ça va juste être intégrer une composante, intégrer l'autre composante. Ce qui va vraiment être très, très convivial quand on va avancer un petit peu dans le cours. Mais là, grosso modo, mes limites, je peux les rentrer à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et c'est essentiellement ce qui est écrit ici. Donc, votre limite, si vous avez la limite d'une fonction vectorielle, c'est carrément d'aller chercher la limite du paramètre en x et la limite du paramètre en y. On va faire quelques petits exemples. Donc, calculer les limites suivantes. Donc, la limite quand t tend vers 3 et tend vers 2. Super. Commençons par la limite qui est ici. Donc, je vais aller calculer la limite de mon premier paramètre, puisque c'est une fonction vectorielle, je peux aller calculer la limite de chacun de mes deux paramètres. Je vais aller calculer cette limite-là. Donc la limite t sur moins 2, t carré moins 4. Là, vous avez le droit d'utiliser la méthode que vous voulez. Vous pouvez faire la factorisation si ça vous tente, ou, plus facile, je pense ici, on peut utiliser la fameuse règle de l'hôpital, qui est très puissante. Même pas, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. Je dis n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas besoin de faire ça? C'est une belle erreur, en fait. Je vais pas faire la vidéo parce que je trouve que c'est une belle erreur. J'ai pas besoin de faire de règle de l'hôpital. J'ai pas besoin de rien faire. Pourquoi? Parce que c'est pas une forme 0 sur 0 sur cette chose-là. Si je mets mon 3 à l'intérieur, ça va faire 3 moins 2 sur 3 au carré moins 4. En haut, ça va me donner 1. En bas, ça va me donner 9 moins 4, ça va me donner 5. Et c'est pas une forme 0 sur 0, donc j'ai pas de stratégie à employer parce que, justement, ça fait juste marcher. Maintenant, pour ce qui est de mon autre limite, la limite quand t tend vers 3 de ln de 3 moins t, qu'est-ce que ça va faire? Je vais aller calculer cette limite-là. Ça va me faire le ln de 3 moins 3, qui va me donner le ln de 0, qui est pas défini. D'accord? Donc, cette chose-là ici, c'est pas défini. Fait que ce qu'on peut faire ici, ben, vu que c'est pas défini cette chose-là, tout simplement, on peut dire que cette limite-là, elle ne va pas exister. Ce qui fait que cette fonction-là vectorielle, ma fonction r de t flèche, quand la limite va tendre vers 3, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, dans le paramètre x, ça va me donner 1/5. Dans le paramètre y, ça va me donner n'existe pas. Et parce que j'ai un des deux paramètres qui n'existe pas, cette limite-là, elle ne va pas
exister, point. Fait que même s'il y a un des deux qui existe et un qui n'existe pas, ça fait que ça ne peut pas exister parce que justement, il y a une des deux coordonnées qui ne se peut pas. Super. Pour l'autre exemple, ici, la limite quand t tend vers 2. Donc, la limite quand t tend vers 2 de t-2 sur t carré moins 4. Maintenant, ceci est une forme 0 sur 0. Hein. Si vous mettez votre t là-dedans, ça fait 0. Ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, 0. Ceci est une forme 0 sur 0. Là, on peut utiliser les stratégies qu'on a vues dans les cours de calcul différentiel ou intégral. Par exemple, si j'applique ma règle de l'hôpital, si je dérive en haut et je dérive en bas, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand t tend vers 2. La dérivée de tout ça, ça va me donner 1. La dérivée de en bas de t carré moins 4, ça va me donner 2t. Puis quand je mets mon 2 là-dedans, ça va me donner 1 quart. Super. Ensuite, je m'avais calculé la limite de ma fonction g de t. Donc, quand je tends vers 2 du ln de 3 moins t. Dans ce cas-ci, ça va me donner le ln de 3 moins 2, ce qui va me donner le ln de 1. Et le ln de 1, mais qu'est-ce que je mets à e qui va me donner 1? Ben, c'est 0. Ce qui fait que la limite quand t tend vers 2 de ma fonction r de t, ça me donne 1 quart, 0. Donc, dans ce cas-ci, la limite, elle existe, et ça tend vers le vecteur 1 quart 0, ou le point 1 quart 0, si vous voulez, dans votre courbe paramétrique. Voilà. La continuité, c'est encore le même principe. Si on veut que notre fonction paramétrique soit continue, il faut que la valeur de la courbe et la valeur au point, ce soit la même chose. Donc, si vous avez une courbe paramétrique comme ceci qui se promène, ben, si vous voulez que ce soit continu en un point, il faut qu'au point A, qui est tracé ici, il faut que le comportement qui est proche du point, puis le comportement qui est au point, ce soit la même chose. Si le comportement proche du point puis au point n'est pas pareil, par exemple, si j'ai un saut ou si j'ai un point vide comme ça au-dessus ou si j'ai une asymptote, bien évidemment, ça ne sera pas continu. C'est la même définition qu'on avait vue avec les fonctions. Les fonctions traditionnelles, je veux dire. Donc, si je vous dis ici, en combinant les deux encadrés précédents, nous pouvons conclure directement que la fonction vectorielle est continue en A si chacune de ces fonctions, si chacune de ces composantes est continue. Donc, pour évaluer si une fonction est continue, il va falloir aller vérifier cette définition-là en tous les points, ce qui est un peu désagréable, vous me direz, mais c'est pas si compliqué. Pour le faire, pour montrer qu'une fonction est discontinue. Par exemple, est-ce que cette fonction-là, ici, elle est continue? Ben, en t égale à moins 2. Donc, en t égale à moins 2, est-ce que je suis continu? Ben, allons regarder qu'est-ce que ça me vaut r de moins 2. Donc, r de moins 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner en haut, moins 2 plus 2 sur moins 2 au carré, entre parenthèses, moins 4. Puis ici, ça va me donner ln de 1 moins moins 2, comme ça. Donc, en haut, ça va me donner 0 sur 0. Puis en bas, ça va me donner ln de 3. Vous pouvez les calculer, vos limites, si ça vous tente. Vous dites, ah, j'ai une forme indéterminée, ici, je pourrais les calculer, mes limites. Oui, c'est vrai, mais dans tous les cas, j'ai une division par 0. Fait que tel que le comportement proche du point arrive vers une valeur, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ici, on va avoir un point vide parce que j'ai une division par 0. Fait que mon graphique devrait ressembler à quelque chose comme ça, ou peut-être quelque chose, ou une asymptote, je ne suis pas trop sûr duquel des deux. Mais dans tous les cas, je n'aurai pas de valeur parce que j'ai une division par 0. Donc, puisque r de moins 2 ici, il est non défini, ça n'existe pas. Cette fonction-là ici, elle n'est pas continue en moins 2. Elle n'est pas continue en moins 2 parce que r de moins 2, il n'est pas défini. Puisque r de moins 2 n'est pas défini, ce bout-là n'est pas défini, donc l'égalité ne peut pas être respectée. Pour ce qui est de l'exemple qui est ici, évaluer la continuité de cette fonction-là, encore une fois, au point moins 2. Cette fois-ci, on peut aller regarder en r de moins 2, qu'est-ce que ça va me donner. En r de moins 2, ça va me donner 1 sur moins 2, moins 2. Ici, ça va me faire ln de 1 moins
moins 2, comme ceci. Et dans ce cas-ci, ça va faire moins 1 quart. Et ici, ça va me donner le ln de 3, comme ça. Et la fonction, maintenant, elle est définie en ce point-là. Ça ne veut pas dire que c'est continu. Là, j'ai juste fait ce côté-ci. Parfait. Fait que ce côté-là, le R de moins 2, ça me donne une valeur. Super. Et pour savoir si je continue, maintenant, je vais aller calculer les limites. Donc, le comportement à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je me rapproche de moins 2 de par la gauche, de ma fonction f, c'est-à-dire de mon 1 sur t-2. J'ai pas besoin de le faire gauche-droite. Je sais pas pourquoi je dis gauche-droite, ça sert à rien. Et si je mets cette valeur-là là-dedans, ben ça va me donner moins 1 quart. Puis si je m'en vais voir à moins 2 de ma fonction g, donc de mon ln de 1 moins t, ça va me donner ln de 3 comme la valeur en haut. Donc, à la limite, donc la limite quand t tend vers moins 2 de ma fonction r de t, ça aussi, ça va me donner moins 1 quart et ln de 3. Parce que la valeur de la fonction et la valeur de la limite, ces deux quantités-là sont égales, alors là, ça implique que la fonction, elle est continue. Justement, parce que la valeur de la limite est égale à la valeur de la fonction. On peut faire la même chose en 3 dimensions. Hein. Le cours s'appelle officiellement les courbes du plan. Mais dans ce cas-ci, on pourrait le faire aussi en 3D, ça ne change rien. On pourrait juste se rajouter un paramètre Z ici, qui serait la fonction h de t. Et tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique encore. Les domaines, les limites, tout est pareil. Juste aller voir graphiquement à quoi ça peut ressembler une courbe dans l'espace. Donc ici, c'est quoi la courbe paramétrique qui est paramétrisée par cette fonction-là? Ici, ça va nous donner un hélicoïde. On peut aller le voir graphiquement. On va aller ici, on va se rajouter le petit graphique. Je ne l'avais pas fait d'avance, c'est pas très grave. C'est pas comme ça. Ici. On va aller se rajouter. On va aller se mettre en 3D. Et on va aller se mettre en fonction paramétrique. Donc, on avait dit qu'on avait cos de t. On a sin de t en y, puis en z, on avait mis juste t. Modifier les paramètres. On avait dit qu'on voulait être de moins 2pi à 2pi, donc de moins 2 fois pi. Il va comprendre comme ça. Ce qui me donne, clac, ce qui me donne, voilà. Ce qui me donne un hélicoïde ici, là. C'est-à-dire comme la double hélice de l'ADN, si vous voulez, dans le cas que vous avez vu probablement dans vos cours de biologie. Donc, c'est une courbe comme ceci. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les paramètres qui sont ici, c'est un cercle, c'est la fonction cos psi sin qui font normalement un cercle dans le plan. Mais puisque je suis dans l'espace, au fur et à mesure que mon cercle va avancer, le paramètre z aussi va avancer. Fait que ça va faire un cercle, mais qui monte au fur et à mesure de l'axe des z, puis ici, qui va descendre au fur et à mesure de l'axe des z, ce qui me donne la forme qui se nomme un hélicoïde. Donc, si vous voulez trouver une droite qui passe par 2 points avec des fonctions paramétriques, on peut le faire. La stratégie, c'est que vous prenez vos 2 points, en fait, le vecteur OA et le vecteur OB, c'est comme vos 2 points, si vous voulez, et vous vous dites, je vais multiplier mes 2 points par le vecteur 1 moins t, puis t. Et c'est pas très compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous avez le point A qui est ici, et vous avez le point B qui est ici. Quand vous mettez t égale à 0. T égale à 0, ça va faire 0 fois OB. Ce terme-là s'en va. Puis quand vous mettez 0 là-dedans, ça va faire juste le point OA, donc juste votre vecteur A, le point A qui est ici. Par opposition, quand vous prenez t égale à 1, t égale à 1, là, ça va me donner le vecteur OB, le point B. Puis quand vous mettez 1 ici, le point
celui-là s'en va, ça le met à 0 parce que ça va faire 1 moins 1, 0. Donc là, à t égale à 1, vous êtes exactement sur le point B. Et ensuite, si vous prenez, par exemple, le t en plein milieu, si vous prenez t égale à 1/2, ben t égale à 1/2, ça va faire 1/2 ici, puis ça va faire 1/2 fois OB. Ici, ça va faire 1 moins 1/2, ça va faire aussi 1/2. Puis 1/2, 1/2, ça va faire 1/2 lui plus 1/2 lui. Ça va se ramasser à faire la moyenne entre les deux. Ça va faire OA plus OB. Lui sur 1/2, lui sur 1/2. Donc, au total sur 2. Donc, vous vous ramassez à aller chercher le point en plein milieu. Puis, peu importe la fraction que vous allez utiliser, si vous dites, par exemple, t est égal à 1/3, ça va mettre 1/3 ici. Ça va faire 1 moins 1/3, ça va mettre 2/3 ici. Ça va faire une espèce de moyenne pondérée. Ça va faire 2/3 fois lui, 1/3 fois lui. Fait que ça va faire quoi? Ça va faire 2 fois OA plus 1 fois OB ou juste OB divisé par 3. Et ça fait une moyenne pondérée. Donc, vous allez être 2 fois plus proche du point A que du point B. Donc, ça va faire un point qui est 2 fois plus proche du point A que du point B. Et si vous faites ça pour toute la quantité de fractions qui existent, ça va faire tous les points entre les deux. Et ça fonctionne même pour les valeurs réelles. Même si vous prenez t égale à une valeur qui a une quantité infinie de décimales, ça fonctionne quand même. Même si vous prenez des t qui sont plus grands que 1. Donc, même si vous prenez un t réel, ça fonctionne. C'est juste que là, ça va faire dépasser votre droite de ce côté-ci. Et de ce côté-là, si vous prenez des valeurs qui sont plus petites que 0, vous allez être de ce côté-là. Des valeurs plus grandes que le 1, vous allez être de ce côté-là. Donc, dans le fond, c'est comme trouver toutes les positions entre les vecteurs, entre les points O, entre le point A et le point B. Ça va peut-être l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué à utiliser. Donc, comment trouver le segment reliant les points 2 et 7 et 10 et 3. Donc, le point A, 2 et 7, je vais l'écrire en termes de vecteur. Je vais dire que c'est la coordonnée, ben, le vecteur 2, 7. Même chose, mon point B, je vais l'écrire en termes de vecteur, qui est en fait 10, 3. C'est grosso modo la même chose que le point 10, 3. C'est juste que ça, quand je l'écris comme ça, c'est un point. Quand je l'écris comme ça, c'est un vecteur. Puisqu'on travaille avec des vecteurs, je l'écris comme ça, mais c'est à peu près conceptuellement la même idée. C'est peut-être la notation qui change, là, mais ça ne changera pas grand-chose du point de vue. Celui-là, dans le fond, c'est une flèche qui va relier au point 10, 3, puis lui, c'est vraiment juste le point. C'est ça la seule différence. Fait que pour trouver la droite qui relie ces deux points-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applique exactement la formule qui est ici. On dit ma fonction vectorielle qui passe par ces deux points-là, c'est juste le point, c'est pas une fraction, là, mais c'est juste le point 2, 7, comme ça, multiplié par 1 moins t, plus 10, 3, multiplié par t. Si jamais vous décidez de changer là, pour une raison ou pour une autre, là, vous mettez le 1 moins t ici, puis le t là, ça change rien, là, ça fait la même droite. C'est juste qu'elle va être tracée de l'autre bord, mais on s'en fout. Et maintenant, pour l'avoir sur une fonction vectorielle, parce que c'est pas forcément écrit sur une fonction vectorielle, la chose qu'on a à faire, c'est simplement de aller distribuer puis de rassembler les termes ensemble. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vais aller ranger mon 1 moins t, ceci c'est vu comme un scalaire, fait que je vais aller le rentrer en haut et en bas. Puis le scalaire t, je vais aller le faire rentrer en haut et en bas, comme on avait vu en algèbre linéaire. Fait que cette fonction vectorielle-là va devenir 2 moins 2t, puis en bas, ça va devenir 7 moins 7t. Mon deuxième vecteur, ça va devenir 10t et 3t. Et maintenant, j'ai juste besoin d'additionner mes deux vecteurs. Ça va faire quoi? Ça va faire 2 moins t plus 10t. Ça va me faire plus 8t. Ici, ça va me faire 7 moins 7t plus 3t. Donc, moins 7t plus 3t. Ça va me donner moins 4t. Et ceci, c'est une droite qui passe par ces deux points-là. Là, si vous voulez juste relier les deux points,
Si vous voulez juste relier les points, pour relier, vous prenez votre t entre 0 et 1. Puis si vous voulez avoir la droite au complet, votre t, vous prenez que c'est les réels. Puis ça, c'est toute votre droite au complet. C'est la seule différence entre les deux. C'est le même principe si vous voulez le faire en 3 dimensions. C'est juste un petit peu plus long. Si vous voulez le faire en 3 dimensions, là, j'ai pris P et Q, mais ça change rien. Là. Vous vous dites, ça, c'est le point OP. Ça, c'est le point OQ. Voyez, comme ceci. Donc, ce point-là, encore une fois, c'est le 1, 3, moins 2 quand je l'écris en termes de vecteurs. Puis ce point-là, quand je l'écris en termes de vecteurs, c'est 2, moins 1, 3. Et c'est le même principe. Votre droite en 3 dimensions va simplement devenir 1, 3, moins 2 multiplié par 1 moins t. Puis cette droite-là, l'autre point, ça va faire 2 moins 1, 3. Ça va vous donner t. Et ceci est votre droite non simplifiée qui va vous relier vos deux points. Et là, c'est le même principe. Vous rentrez au scalaire à l'intérieur. Ça va vous donner 1 fois 1 moins t, donc 1 moins t, 3 fois 1 moins t, 3 moins 3t, moins 2 plus 2t, comme ceci, plus l'autre, c'est facile, ça va me donner 2t, moins t, 3t, et en combinant ces deux vecteurs-là, les additionnant, je me ramasse avec la fonction vectorielle qui va me donner la droite qui passe par les deux points, qui est 1 moins t plus 2t, ça va me donner 1 plus t. 3 moins 3t moins t, ça va me donner 3 moins 4t. Et ici, ça va faire moins 2 plus 5t. Bingo! Ça, c'est les idées de base pour arriver à faire des fonctions vectorielles. Allez en paix, faites vos exercices, puis vous pourrez réussir. Bye tout le monde!